Vendredi, 13 novembre 2020. Il était 23h41 précise. La température venait de chuter à 6 degrés, mais ce n'est pas le froid du Mistral qui me glaçait le sang. C'était l'odeur, un mélange de sel marin, de métal rouillé et de peur pure. La peur, ça sent la poudre juste avant la détonation, une sorte d'ozone électrique qui te crispe les mâchoires. Quand la porte du hangar a explosé vers l'intérieur, projetant des éclats de tôle comme des shrapnels, j'ai compris. On n'était pas là pour un plan, on était le plan. À cet instant, j'ai su qu'on venait de signer notre arrêt de mort. Fais une pause, respire. Ce que je vais te raconter, ce n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un document classifié, une archive de l'enfer que certains services aimeraient voir disparaître pour toujours. Alors, avant que la DGSI ne fasse sauter cette vidéo et mon existence avec, laisse un like et abonne-toi. Je suis officiellement un fantôme dans le système. Cette histoire, c'est la seule preuve que j'ai existé. Si cette vidéo disparaît, je disparais pour de bon. Fais-le pour la vérité, pas pour moi. Maintenant que tu as renforcé le périmètre numérique, on peut y aller. Retournons 2 heures avant l'apocalypse, quand on était encore les rois du monde, ou du moins de notre petit monde merdique. On était 4 dans une Audi RS3 volée, garée dans l'ombre d'un conteneur Maersk. La confiance était à son maximum, une arrogance épaisse comme le blindage d'un char. On allait faire une extraction simple et rapide, un coup de pression sur un civil pour récupérer du matériel sensible. On était des loups et on s'apprêtait à dévorer un agneau. Je m'appelle Yacine, mais dans le réseau, on m'appelait le Paro. Pas parce que J était fou, mais parce que mon attention obsessionnelle aux détails m'avait sauvé la vie plus d'une fois. J était l'homme de main du grand frère, un des caïds de la DZ Mafia. J'avais le look de l'emploi. Survêt Lacoste noir intégral, des Nike TN, requins, aux pieds, et la sacoche Gucci en bandoulière où dormait mon Glock 19 modifié. J'y étais à un plan réussi de contrôler mon propre plan stup à la Joliette. Mon équipe, c'était la famille, mais coyasse. Il y avait le balafré, une armoire à glace de 1,95 m pour 120 kg, notre bélier humain. Puis Flash, le pilote, un génie du volant capable de faire passer la RS3 dans un trou de souris à 200 km/h. Et enfin, l'ombre, discret et silencieux, notre expert en repérage et en contournement. Ensemble, on était une unité tactique redoutable, invaincue dans les guerres de territoire des quartiers nord, une réputation bâtie à coups de crosse et de rafales. Notre véhicule d'opération était une bête de guerre urbaine, une Audi RS3 Sportback, couleur noir fantôme, volée 2 semaines plus tôt à Aix-en-Provence. Les plaques étaient de fausses, l'intérieur dépouillé de tout ce qui n'était pas essentiel. Dans le coffre, notre arsenal, un fusil d'assaut Kalachnikov AKM pour le balafré, un fusil à pompe pour la dissuasion et des chargeurs supplémentaires pour mon Glock. On n'était pas des amateurs, on suivait un protocole. Chaque mission était préparée, chaque détail analysé. C'est ça qui nous rendait si sûrs de nous. La motivation, cette fois-ci, dépassait le simple appât du gain. Le grand frère m'avait convoqué sur le toit d'une tour à la Castellane, avec vue plongeante sur tout Marseille. Il m'avait dit « Paro, conversation de grand. Il y a une livraison de matos high-tech qui arrive au port. Des trackers de pointe. Le clan Yoda est dessus. Je veux que tu les chopes pour nous. C'est ton test. Réussi. Et le réseau de la Joliette est à toi. » C'était ma chance de devenir un caïd. L'information semblait solide, vérifiée par plusieurs sources. Un technicien portuaire devait réceptionner une mallette contenant des prototypes de trackers GPS, une commande pour le clan rival, les Yoda. Notre mission était claire, intercepter le civil, récupérer la mallette et disparaître. Une opération de déni d'actifs, comme on dit dans le jargon. On ne s'attaquait pas à un hostile, mais à un simple employé, un pion, une cible passive, sans aucune capacité de riposte. L'erreur fatale était déjà inscrite dans ce briefing. Les derniers instants avant de quitter notre planque furent matchs marqués par une confiance insolente. Flash avait mis du Jules à fond, les basses faisant vibrer la carrosserie de l'Audi. On se chambrait, on parlait déjà de la fête qu'on ferait après. Pour nous, CIC était une formalité, une routine. On avait l'habitude des affrontements avec les autres clans, des fusillades à l'arme lourde. Alors, menacer un simple employé de bureau? C'était une promenade de santé, une activité presque ennuyeuse. On baissait notre garde, aveuglés par notre propre ego. On est arrivé au grand port maritime de Marseille-Fos vers 23h15. L'endroit était un monstre endormi,
un labyrinthe de métal et de béton. Le Mistral hurlait entre les rangées de conteneurs, emportant avec lui une odeur agressive de gazole, de poisson et de sel. Les lampadaires au sodium projetaient une lumière orange et maladive sur l'asphalte, créant des zones d'ombre parfaites pour une embuscade. C était notre terrain de jeu, un décor post-apocalyptique où les lois de la République ne s'appliquaient plus. L'Audi s'est immobilisé dans l'obscurité totale, moteur coupé, à une centaine de mètres du hangar H7, notre cible. À l'intérieur, le silence était fait. Seul le bruit du vent et de notre propre respiration. Flash scrutait la route d'accès. L'ombre, avec ses jumelles à vision nocturne, balayait le périmètre du hangar. Il ne signala aucune activité anormale. Tout était calme, trop calme. Mon instinct, cette petite voix paranoïaque qui m'avait donné mon surnom, commençait à me murmurer des avertissements que j'ai choisi d'ignorer. À 23h28, une voiture est apparue. Pas un convoi blindé, pas une berline allemande. Une Peugeot 208 de service, blanche, avec le logo d'une société de logistique sur la portière. Elle s'est garée maladroitement devant le hangar. Un homme en est sorti. La quarantaine, fatigué, vêtu d'un gilet de haute visibilité sur un polo délavé et des bottes de sécurité. Il tenait une mallette à outils et une tablette. Il avait l'air d'un père de famille pressé de finir sa journée. L'agneau parfait. La réaction dans la voiture a été unanime. Un mépris amusé. Flash a lâché en ricanant. Ça va être plus facile que de voler un T-Max. On l'a regardé entrer dans le hangar, sa silhouette voûtée disparaissant dans l'obscurité. Il n'y avait plus aucun doute. C'était une cible civile. Un passif total. Le plan a été confirmé une dernière fois. Le balafré et moi pour l'intervention. L'ombre en couverture arrière. Flash prêt pour l'extraction. 2 minutes. Pas un coup de feu. Carré, propre, professionnel. On a quitté le véhicule comme des fantômes. Nos mouvements étaient synchronisés, le fruit de dizaines d'opérations similaires. On a longé une rangée de conteneurs, nos pas étouffés par le bruit du vent. L'ombre s'est détachée du groupe pour prendre position sur un point surélevé qui lui donnait une vision parfaite de la seule sortie du hangar. Le balafré a vérifié son fusil à pompe. Moi, j'ai sorti mon Glock de la sacoche. Sentant le poids rassurant de l'arme dans ma main, la montée d'adrénaline était familière, presque réconfortante. Arrivé devant la petite porte de service du hangar, j'ai fait un dernier signe de la main à mes coéquipiers. C était le point de non-retour. Dans ma tête, je visualisais déjà la suite. La peur dans les yeux du technicien, la mallette dans mes mains, le rugissement du moteur de la RS3 nous emportant dans la nuit. Je pensais déjà à mon nouveau statut, au respect, à l'argent. J'y étais tellement concentré sur la récompense que j'ai complètement oublié de me poser la question la plus importante. Pourquoi ce plan semblait-il si facile? On a forcé la porte sans effort. Le bruit du métal qui cède a résonné dans le silence du hangar. Un espace caverneux et sombre, seulement éclairé par un unique projecteur de chantier au centre. Sous cette lumière crue se tenait notre cible, le dos tourné, en train d'examiner ce qui semblait être un panneau électrique. Il ne s'est même pas retourné. Il nous attendait. C'est la seule explication logique. L'agneau ne nous avait pas vus arriver. Il nous avait invités dans sa bergerie. J'ai avancé, le canon de mon Glock pointé vers lui. Le balafré était juste derrière moi, une présence massive et menaçante. J'ai crié la phrase que j'avais répétée 100 fois. « Baisse les yeux, le Bourge. File la mallette et reste sage si tu veux pas finir dans le Vieux-Port. » Ma voix était dure, sans émotion, l'outil de travail d'un professionnel de l'intimidation. Je m'attendais à des pleurs, des supplications, une reddition immédiate. Je n'ai eu rien de tout ça. L'homme s'est retourné lentement, très lentement. Il n'y avait aucune panique dans ses gestes. Il a levé les mains, paumes ouvertes, mais son regard était différent. Il n'était pas fixé sur mon arme, mais sur mes yeux. C'était un regard froid, calculateur, presque dénué d'humanité. Il n'avait pas l'air d'une victime. Il avait l'air d'un biologiste observant un insecte particulièrement simplet juste avant de l'épingler sur un tableau. Ce regard a planté la première graine de doute dans mon esprit. Cette absence de peur était une anomalie. Était un signal d'alarme strident dans mon cerveau de paranoïaque. Les civils paniquent. Ils tremblent. Ils obéissent aveuglément ou font des erreurs stupides. Cet homme était calme. Trop calme. Sa posture était détendue, mais alerte. Il analysait la situation, évaluait les menaces. Il n'était pas passif. Il était en mode veille,
attendant le bon moment pour s'activer. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine, malgré la chaleur de l'action. Puis mon regard s'est attardé sur un détail qui ne collait pas. Ses mains. Elles ne ressemblaient pas aux mains d'un technicien qui passe ses journées à taper sur un clavier. Elles étaient écalleuses, avec des cicatrices blanches sur les articulations. Ces étaient les mains d'un homme qui se bat, qui manipule des armes, qui connaît la violence. Et autour de son cou, il portait un badge d'accès. Sa main droite le tenait, et son pouce appliquait une pression étrange, presque codée, sur un point précis du plastique. Il a tendu la mallette d'un geste fluide, sans la moindre hésitation. Son bras bougeait avec une économie de mouvement que l'on ne voit que chez les professionnels. Pendant que sa main gauche me donnait l'objet, les doigts de sa main droite, ceux qui tenaient le badge, ont exercé une pression finale, un clic presque imperceptible. C était le signal, l'activation du protocole, la sonnette qui annonçait l'ouverture des portes de l'enfer. Et J était celui qui tenait la poignée. La situation M échappait. Pour reprendre le contrôle, j'ai utilisé l'agression verbale. « Wesh, tu te crois dans un film ou quoi, fils de pute ?» J'ai hurlé, essayant de briser son calme olympien. Mais mes propres mots sonnaient creux. Une tentative désespérée de masquer ma propre angoisse grandissante. Le rapport de force, que je croyais totalement à mon avantage, venait de s'inverser de manière subtile, mais terrifiante. Je n'étais plus le chasseur. J'y étais observé. Le balafré a senti mon hésitation. Il a fait un pas en avant, a armé son fusil à pompe avec un claquement métallique menaçant, essayant d'intimider l'homme par sa simple présence physique. Le technicien n'a pas bronché. Son regard a simplement glissé sur le balafré pendant une fraction de seconde, elle, évaluant, le classant dans une catégorie de menaces, avant de revenir sur moi. Il n'en était pas impressionné. C'était comme si on essayait d'effrayer un requin avec un pistolet à eau. J'ai arraché la mallette de ses mains. Elle était anormalement légère. Une autre alarme a retenti dans ma tête. L'instinct de survie me criait de tout laisser tomber et de fuir. Mais l'ego, l'appât du gain, la promesse du grand frère, tout ça était plus fort. Je me suis retourné vers le balafré, un sourire de triomphe forcé aux lèvres, pour lui donner le signal du repli. Ce sourire s'est figé sur mon visage. C'était la dernière fois que je souriais de ma vie. À cet instant précis, le monde a basculé dans le chaos. Pas une détonation, mais un bruit de déchirement métallique assourdissant. Le mur latéral du hangar a été littéralement pulvérisé par un véhicule blindé noir mat de la BRI, qui a fait irruption dans le bâtiment comme un rhinocéros enragé. Il n'y avait pas de sirène, pas d'avertissement, juste une violence mécanique, pure et absolue. Le véhicule était un VAB, un transport de troupes blindées, une machine de guerre. Avant même que les débris ne retombent, des silhouettes noires ont glissé du toit en rappel, silencieuses et rapides comme des araignées. Des faisceaux laser, rouges et infrarouges, ont balayé l'espace, se fixant instantanément sur les torses de mes amis. Il n'y a pas eu de police. Haut les mains. Il n'y a eu que l'efficacité froide et clinique d'une opération d'extermination. On n'était pas face à des policiers, on était face à des opérateurs des forces spéciales. Le son des tirs était étrange, presque décevant. Pas les détonations assourdissantes de nos kalachnikovs, mais des toux sèches et étouffés. Le tum-tum-tum caractéristique des pistolets mitrailleurs BNT MP9 équipés de silencieux. Flash, qui venait de rentrer pour nous presser, a été touché en pleine poitrine. Il s'est effondré sans un cri, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il n'a même pas compris ce qui lui arrivait. Le balafré a tenté de lever son fusil à pompe, une erreur de débutant. Une série de tirs incroyablement précis ont touché ses articulations, genoux, coudes, épaules. Une technique de neutralisation non létale mais terriblement efficace. Il est tombé à genoux en hurlant, son arme glissant sur le sol. Ils ne voulaient pas le tuer tout de suite. Ils voulèrent qu'il souffre, ou peut-être simplement le neutraliser comme une menace mécanique. Il était une basse avant même d'avoir tiré. J'ai vu l'ombre qui essayait de échapper par l'arrière, être frappé par les deux dards d'un taser longue portée. Son corps s'est raidi, secoué de convulsions électriques avant de s'écraser au sol. En moins de 7 secondes, toute mon équipe, la fierté des quartiers nord, avait été démantelée avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas une fusillade. C'était une démonstration de force, une leçon tactique dispensée par des prédateurs alpha. Mon regard a cherché le technicien dans la confusion. Il était plus au centre. Il était à genoux derrière une pile de palettes, un pistolet Sig Sauer P320 à la main
qu'il tenait avec une familiarité terrifiante. Il ne tirait pas. Il observait, dirigeant l'assaut avec des gestes discrets de la main. Il n'était pas la cible, il était l'appât. Il était l'opérateur de la DGSI qui nous avait attirés dans ce piège mortel, ce qu'on appelle une Troïa. La vérité m'a frappé avec la violence d'une balle en pleine tête. Le clan Yoda, les trackers, tout était faux. Une mise en scène montée de toutes pièces par El Eta. On n'était pas tombé dans une embuscade d'un clan rival. On venait de déclarer la guerre, sans le savoir, à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la brigade de recherche et d'intervention. On était des moustiques qui venaient de piquer un dinosaure. Un éclat de tôle, projeté par l'impact du blindé, m'a lacéré la jambe. La douleur, vive et brûlante, m'a fait tomber. Mon Glock a glissé sur le béton, loin de ma portée. J était désarmé, blessé et complètement dépassé. La peur, la vraie peur, celle qui vous vide les intestins et transforme vos os en gelée, m'a submergé. J était passé du statut de prédateur à celui de simple proie en une poignée de secondes. La chasse était terminée. Le silence qui a suivi l'assaut était plus effrayant que le bruit. Un silence de mort, seulement troublé par le bourdonnement dans mes oreilles et les gémissements du balafré. Les opérateurs se déplaçaient en silence, sécurisant le périmètre. Leurs mouvements étaient fluides, dépourvus de toute émotion. C'était la routine pour eux. Pour nous, c'était la fin du monde. Le jeu était terminé et nous avions perdu de manière spectaculaire. L'agent de la DGSI, l'ancien technicien, s'est approché de moi. Son visage était une toile vierge, sans colère ni pitié. Il a donné un coup de pied dans mon Glock pour l'envoyer plus loin. Puis, il s'est accroupi et a examiné ma blessure avec un détachement clinique, comme un médecin face à un cas des études. Je n'étais plus un homme pour lui. J'y étais une source potentielle d'informations. Un actif m'a préservé pour un débriefing. Il a parlé dans sa radio, sa voix calme et posée contrastant avec le chaos ambiant. Cible compromise. Colis sécurisé. Un survivant pour débriefing. Le mot « survivant » m'a glacé le sang. Il ne sous-entendait pas que j'avais eu de la chance. Il sous-entendait que ma survie était un choix délibéré de leur part. J'y étais en vie parce qu'ils l'avaient décidé. J'y étais leur prisonnier, leur trophée. Aucune voiture de la police nationale n'est arrivée. Pas de gyrophare, pas de journalistes. Seulement des fourgons Mercedes noirs, sans aucune plaque d'immatriculation. Les opérateurs ont mis les corps de Flash et du balafré dans des housses mortuaires avec une efficacité glaçante. Ils étaient devenus des basses comptables, des pertes anonymes dans une opération secrète. L'ombre et moi avons été menottés avec des liens en plastique et une cagoule a été brutalement enfilée sur ma tête. Juste avant que l'obscurité ne m'engloutisse, l'agent s'est penché vers moi. Son souffle sentait le café. Il a murmuré une seule phrase. Non pas comme une insulte, mais comme un constat final, le point final d'une leçon que je n'avais jamais voulu apprendre. Tu as joué dans la cour des grands, gamin. Puis, la cagoule a été serrée. Et mon ancien monde a cessé d'exister. Mon argot n'était pas avec la justice, mais avec le système. On m'a jeté à l'arrière d'un fourgon. Pas de droit Miranda, pas d'avocat. J'ai été transporté vers une destination inconnue. Un trou noir du système judiciaire français. Mon nom a été effacé des registres. Yacine Le Parot était mort cette nuit-là dans un hangar du port de Marseille. L'homme qui a survécu n'avait plus d'identité, plus d'histoire, plus d'avenir. J était devenu un secret des États. Une note de bas de page dans un rapport que personne ne lirait jamais. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, je t'ai écrit vendredi, 13 novembre 2020. Il était 23h41 précise. La température venait de chuter à 6 degrés. Mais ce n'est pas le froid du Mistral qui me glaçait le sang. C'était l'odeur. Un mélange âcre de sel marin, de métal rouillé et de peur pure. Une peur qui a une odeur bien à elle. Tu sais, la peur. Ça sent la poudre juste avant la détonation. Une sorte d'ozone électrique qui te crispe les mâchoires. Quand la porte du hangar a explosé vers l'intérieur, projetant des éclats de tôle comme des shrapnels, j'ai compris. On n'était pas là pour un plan. On était le plan. Fais une pause, respire. Ce que je vais te raconter, ce n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un document classifié. Une archive de l'enfer que certains services aimeraient voir disparaître pour toujours. Alors avant que la DGSI ne fasse sauter cette vidéo et mon existence avec, laisse un like et abonne-toi. Je suis officiellement un fantôme dans le système. Cette histoire, c'est la seule preuve que j'ai existé. Si cette vidéo disparaît, je disparais pour de bon.
Fais-le pour la vérité, pas pour moi. Maintenant que tu as renforcé le périmètre numérique, on peut y aller. Retournons 2 heures avant l'apocalypse, quand on était encore les rois du monde, ou du moins de notre petit monde merdique. On était 4 dans une Audi RS3 volée, garée dans l'ombre d'un conteneur Maersk, l'habitacle rempli de fumée et d'arrogance. La confiance était à son maximum. On allait faire une extraction, simple et rapide, un coup de pression sur un civil. On était des loups, et on s'apprêtait à dévorer un agneau. Je m'appelle Yacine, mais dans le réseau, on m'appelait le paro. Pas parce que J était fou, mais parce que mon attention obsessionnelle aux détails m'avait sauvé la vie plus d'une fois. J était l'homme de main du grand frère, un des caïds de la DZ Mafia. J'avais le look de l'emploi, survêt Lacoste noire intégrale, des Nike TN requins, aux pieds, et la sacoche Gucci en bandoulière où dormait mon Glock 19 modifié en Rafale, calibre 9 mm. J était à un plan réussi de contrôler mon propre plan stup, à la Joliette. Mon équipe, C était la famille, mais Koya. Il y avait le balafré, une armoire à glace de 1,95 m pour 120 kg, notre bélier humain, un ancien légionnaire qui ne parlait qu'avec ses poings. Puis Flash, le pilote, un génie du volant capable de faire passer la RS3 dans un trou de souris à 200 km/h. Et enfin, l'ombre, discret et silencieux, notre expert en repérage et en contournement. Ensemble, on était une unité tactique redoutable, invaincue dans les guerres de territoire des quartiers nord. Notre véhicule d'opération était une bête de guerre urbaine, une Audi RS3 Sportback, couleur noire fantôme, volée 2 semaines plus tôt à Aix-en-Provence. Les plaques étaient de fausses, l'intérieur dépouillé de tout ce qui n'était pas essentiel. Dans le coffre, notre arsenal, un fusil d'assaut Kalachnikov AKM pour le balafré, un fusil à pompe pour la dissuasion et des chargeurs supplémentaires pour mon Glock. On n'était pas des amateurs, on suivait un protocole. Chaque mission était préparée, chaque détail analysé. La motivation, cette fois-ci, dépassait le simple appât du gain. Le grand frère m'avait convoqué sur le toit d'une tour à la Castellane, avec vue plongeante sur tout Marseille. Il m'avait dit « Paro, conversation de grand. Il y a une livraison de matos high-tech qui arrive au port. Des trackers de pointe. Le clan Yoda est dessus. Je veux que tu les chopes pour nous. C'est ton test. Réussi. Et le réseau de la Joliette est à toi. » C était ma chance de devenir un caïd. L'information semblait solide, vérifiée par plusieurs sources. Un technicien portuaire devait réceptionner une mallette contenant des prototypes de trackers GPS, une commande pour le clan rival, Alice Yoda. Notre mission était claire, intercepter le civil, récupérer la mallette et disparaître. Une opération de déni d'actifs, comme on dit dans le jargon. On ne s'attaquait pas à un hostile, mais à un simple employé, un pion, une cible passive, sans aucune capacité de riposte. L'erreur fatale était déjà inscrite dans ce briefing. Les derniers instants avant de quitter notre planque furent marqués par une confiance insolente. Flash avait mis du Jules à fond. Les basses faisant vibrer la carrosserie de l'Audi. On se chambrait, on parlait déjà de la fête qu'on ferait après. Pour nous, CE était une formalité, une routine. On avait l'habitude des affrontements avec les autres clans, des fusillades à l'arme lourde. Alors, menacer un simple employé de bureau ? C était une promenade de santé, une activité presque ennuyeuse. On baissait notre garde, aveuglés par notre propre ego. On est arrivé au grand port maritime de Marseille-Fosse vers 23h15. L'endroit était un monstre endormi, un labyrinthe de métal et de béton où le Mistral hurlait entre les rangées de conteneurs, emportant avec lui une odeur agressive de gazole, de poisson et de sel. Les lampadaires au sodium projetaient une lumière orange et maladive sur l'asphalte, créant des zones d'ombre parfaites pour une embuscade. C était notre terrain de jeu, un décor post-apocalyptique où les lois de la République ne s'appliquaient plus depuis longtemps. L'Audi s'est immobilisé dans l'obscurité totale, moteur coupé, à une centaine de mètres du hangar H7, notre cible. À l'intérieur, le silence S était fait. Seul le bruit du vent et de notre propre respiration. Flash scrutait la route d'accès. L'ombre, avec ses jumelles à vision nocturne, balayait le périmètre du hangar. Il ne signala aucune activité anormale. Tout était calme, trop calme. Mon instinct, cette petite voix paranoïaque qui m'avait donné mon surnom, commençait à me murmurer des avertissements que j'ai choisi d'ignorer.
À 23h28, une voiture est apparue. Pas un convoi blindé, pas une berline allemande. Une Peugeot 208 de service, blanche, avec le logo d'une société de logistique sur la portière. Elle s'est garée maladroitement devant le hangar. Un homme en est sorti. La quarantaine, fatigué, vêtu d'un gilet de haute visibilité sur un polo délavé et des bottes de sécurité. Il tenait une mallette à outils et une tablette. Il avait l'air d'un père de famille pressé de finir sa journée. L'agneau parfait. La réaction dans la voiture a été unanime. Un mépris amusé. Flash a lâché en ricanant. Ça va être plus facile que de voler un TMAX. On l'a regardé entrer dans le hangar, sa silhouette voûtée disparaissant dans l'obscurité. Il n'y avait plus aucun doute. CS était une cible civile, un passif total. Le plan a été confirmé une dernière fois. Le balafré et moi pour l'intervention, l'ombre en couverture arrière, Flash prêt pour l'extraction. 2 minutes, pas un coup de feu. Carré, propre, professionnel. On a quitté le véhicule comme des fantômes. Nos mouvements étaient synchronisés, le fruit de dizaines d'opérations similaires. On a longé une rangée de conteneurs, nos pas étouffés par le bruit du vent. L'ombre s'est détachée du groupe pour prendre position sur un point surélevé qui lui donnait une vision parfaite de la seule sortie du hangar. Le balafré a vérifié son fusil à pompe. Moi, j'ai sorti mon Glock de la sacoche, sentant le poids rassurant de l'arme dans ma main. Arrivé devant la petite porte de service du hangar, j'ai fait un dernier signe de la main à mes coéquipiers. C était le point de non-retour. Dans ma tête, je visualisais déjà la suite. La peur dans les yeux du technicien, la mallette dans mes mains, le rugissement du moteur de la RS3 nous emportant dans la nuit. Je pensais déjà à mon nouveau statut, au respect, à l'argent. J était tellement concentré sur la récompense que j'ai complètement oublié de me poser la question la plus importante. Pourquoi ce plan semblait-il si facile? On a forcé la porte sans effort. Le bruit du métal qui cède a résonné dans le silence du hangar. Un espace caverneux et sombre, seulement éclairé par un unique projecteur de chantier au centre. Sous cette lumière crue se tenait notre cible, le dos tourné, en train d'examiner ce qui semblait être un panneau électrique. Il ne s'est même pas retourné. Il nous attendait, c'est la seule explication logique. L'agneau ne nous avait pas vus arriver. Il nous avait invités dans sa bergerie. J'ai avancé, le canon de mon Glock pointé vers lui. Le balafré était juste derrière moi. Une présence massive et menaçante. J'ai crié la phrase que j'avais répétée 100 fois. Baisse les yeux, le bourge. File la mallette et reste sage si tu veux pas finir dans le vieux port. Ma voix était dure, sans émotion. L'outil de travail d'un professionnel de l'intimidation. Je m'attendais à des pleurs, des supplications, une reddition immédiate. Je n'ai eu rien de tout ça. L'homme s'est retourné lentement, très lentement. Il n'y avait aucune panique dans ses gestes. Il a levé les mains, paumes ouvertes, mais son regard était différent. Il n'était pas fixé sur mon arme, mais sur mes yeux. C était un regard froid, calculateur, presque dénué d'humanité. Il n'avait pas l'air d'une victime. Il avait l'air d'un biologiste observant un insecte particulièrement simplet, juste avant de l'épingler sur un tableau. Ce regard a planté la première graine de doute dans mon esprit. Cette absence de peur était une anomalie. C était un signal d'alarme strident dans mon cerveau de paranoïaque. Les civils paniquent, ils tremblent, ils obéissent aveuglément ou font des erreurs stupides. Cet homme était calme, trop calme. Sa posture était détendue, mais alerte. Il analysait la situation, évaluait les menaces. Il n'était pas passif. Il était en mode veille, attendant le bon moment pour s'activer. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine, malgré la chaleur de l'action. Puis mon regard s'est attardé sur un détail qui ne collait pas. Ses mains. Elles ne ressemblaient pas aux mains d'un technicien qui passe ses journées à taper sur un clavier. Elles étaient calleuses, avec des cicatrices blanches sur les articulations. C'étaient les mains d'un homme qui se bat, qui manipule des armes, qui connaît la violence. Et autour de son cou, il portait un badge d'accès. Sa main droite le tenait, et son pouce appliquait une pression étrange, presque codée, sur un point précis du plastique. Il a tendu la mallette d'un geste fluide, sans la moindre hésitation. Son bras bougeait avec une économie de mouvement que l'on ne voit que chez les professionnels. Pendant que sa main gauche me donnait l'objet, les doigts de sa main droite, ceux qui tenaient le badge, ont exercé une pression finale, un clic, presque imperceptible. C était le signal. L'activation du protocole.
la sonnette qui annonçait l'ouverture des portes de l'enfer, et J était celui qui tenait la poignée. La situation M échappait. Pour reprendre le contrôle, j'ai utilisé l'agression verbale. « Wesh, tu te crois dans un film ou quoi, fils de pute ?» J'ai hurlé, essayant de briser son calme olympien. Mais mes propres mots sonnaient creux, une tentative désespérée de masquer ma propre angoisse grandissante. Le rapport de force, que je croyais totalement à mon avantage, venait de s'inverser de manière subtile mais terrifiante. Je n'étais plus le chasseur. J'y étais observé. Le balafré a senti mon hésitation. Il a fait un pas en avant, a armé son fusil à pompe avec un claquement métallique menaçant, essayant d'intimider l'homme par sa simple présence physique. Le technicien n'a pas bronché. Son regard a simplement glissé sur le balafré pendant une fraction de seconde, elle évaluant, le classant dans une catégorie de menaces, avant de revenir sur moi. Il n'était pas impressionné. Était comme si on essayait d'effrayer un requin avec un pistolet à eau. J'ai arraché la mallette de ses mains. Elle était anormalement légère. Une autre alarme a retenti dans ma tête. L'instinct de survie me criait de tout laisser tomber et de fuir. Mais l'ego, l'appât du gain, la promesse du grand frère, tout ça était plus fort. Je me suis retourné vers le balafré. Un sourire de triomphe forcé aux lèvres pour lui donner le signal du repli. Ce sourire s'est figé sur mon visage. Était la dernière fois que je souriais de ma vie. À cet instant précis, le monde a basculé dans le chaos. Pas une détonation, mais un bruit de déchirement métallique assourdissant. Le mur latéral du hangar a été littéralement pulvérisé par un véhicule blindé noir mat de la BRI qui a fait irruption dans le bâtiment comme un rhinocéros enragé. Il n'y avait pas de sirène, pas d'avertissement. Juste une violence mécanique, pure et absolue. Le véhicule était un VAB, un transport de troupes blindées, une machine de guerre conçue pour le combat urbain. Avant même que les débris ne retombent, des silhouettes noires ont glissé du toit en rappel, silencieuses et rapides comme des araignées. Des faisceaux laser, rouges et infrarouges, ont balayé l'espace, se fixant instantanément sur les torses de mes amis. Il n'y a pas eu de police, haut les mains. Il n'y a eu que l'efficacité froide et clinique d'une opération d'extermination. On n'était pas face à des policiers, on était face à des opérateurs des forces spéciales, des fantômes au service de l'État. Le son des tirs était étrange, presque décevant. Pas les détonations assourdissantes de nos kalachnikovs, mais des toux sèches et étouffés. Le thump-thump-thump, caractéristique des pistolets mitrailleurs BNT MP9 équipés de silencieux. Flash, qui venait de rentrer pour nous presser, a été touché en pleine poitrine. Il s'est effondré sans un cri, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il n'a même pas compris ce qui lui arrivait. Sa vie s'est éteinte en un clignement d'yeux. Le balafré a tenté de lever son fusil à pompe. Une erreur de débutant. Une série de tirs incroyablement précis ont touché ses articulations. Genoux, coudes, épaules. Une technique de neutralisation non létale, mais terriblement efficace. Il est tombé à genoux en hurlant, son arme glissant sur le sol. Il ne voulait pas le tuer tout de suite. Il voulait qu'il souffre, ou peut-être simplement le neutraliser comme une menace mécanique. Il était une basse, avant même d'avoir tiré. J'ai vu l'ombre, qui essayait de échapper par l'arrière, être frappé par les deux dards d'un taser longue portée. Son corps s'est raidi, secoué de convulsions électriques, avant de écraser au sol. En moins de 7 secondes, toute mon équipe, la fierté des quartiers nord, avait été démantelée avec une précision chirurgicale. Ce N n'était pas une fusillade. Était une démonstration de force, une leçon tactique dispensée par des prédateurs alpha qui évoluaient dans une autre dimension de la violence. Mon regard a cherché le technicien dans la confusion. Il n'était plus au centre. Il était à genoux derrière une pile de palettes, un pistolet Sig Sauer P320 à la main, qu'il tenait avec une familiarité terrifiante. Il ne tirait pas. Il observait, dirigeant l'assaut avec des gestes discrets de la main. Il n'était pas la cible, il était l'appât. Il était l'opérateur de la DGSI qui nous avait attirés dans ce piège mortel, ce qu'on appelle une Troïa. La vérité m'a frappé avec la violence d'une balle en pleine tête. Le clan Yoda, les trackers, tout était faux. Une mise en scène montée de toutes pièces par l'État. On n'était pas tombé dans une embuscade d'un clan rival. On venait de déclarer la guerre, sans le savoir, à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la brigade de recherche et d'intervention. On était des moustiques qui venaient de piquer un dinosaure. La partie était finie avant même d'avoir commencé.
Un éclat de tôle, projeté par l'impact du blindé, m'a lacéré la jambe. La douleur, vive et brûlante, m'a fait tomber. Mon Glock a glissé sur le béton, loin de ma portée. J était désarmé, blessé et complètement dépassé. La peur, la vraie peur, celle qui vous vide les intestins et transforme vos os en gelée, m'a submergé. J était passé du statut de prédateur à celui de simple proie en une poignée de secondes. La chasse était terminée, et J était le trophée. Le silence qui a suivi l'assaut était plus effrayant que le bruit. Un silence de mort, seulement troublé par le bourdonnement dans mes oreilles et les gémissements du balafré. Les opérateurs se déplaçaient en silence, sécurisant le périmètre. Leurs mouvements étaient fluides, dépourvus de toute émotion. C était la routine pour eux. Pour nous, C était la fin du monde. Le jeu était terminé, et nous avions perdu de manière spectaculaire, effacé de la carte par une force invisible et implacable. L'agent de la DGSI, l'ancien technicien, s'est approché de moi. Son visage était une toile vierge, sans colère ni pitié. Il a donné un coup de pied dans mon Glock pour l'envoyer plus loin. Puis, il s'est accroupi et a examiné ma blessure avec un détachement clinique, comme un médecin face à un cas d'étude. Je n'étais plus un homme pour lui. J'y étais une source potentielle d'information, un actif à préserver pour un débriefing, une simple pièce sur leur échiquier. Il a parlé dans sa radio, sa voix calme et posée contrastant avec le chaos ambiant. Cible compromise, colis sécurisé, un survivant pour débriefing. Le mot survivant m'a glacé le sang. Il ne sous-entendait pas que j'avais eu de la chance. Il sous-entendait que ma survie était un choix délibéré de leur part. J'y étais en vie parce qu'ils l'avaient décidé. J'y étais leur prisonnier, leur trophée, une pièce à analyser avant d'être jetée et oubliée. Aucune voiture de la police nationale n'est arrivée. Pas de gyrophare, pas de journalistes, seulement des fourgons Mercedes noirs, sans aucune plaque d'immatriculation. Les opérateurs ont mis les corps de Flash et du balafré dans des housses mortuaires avec une efficacité glaçante. Ils étaient devenus des basses comptables, des pertes anonymes dans une opération secrète. L'ombre et moi avons été menottés avec des liens en plastique et une cagoule a été brutalement enfilée sur ma tête. Juste avant que l'obscurité ne m'engloutisse, l'agent s'est penché vers moi. Son souffle sentait le café. Il a murmuré une seule phrase, non pas comme une insulte, mais comme un constat final, le point final d'une leçon que je n'avais jamais voulu apprendre. Tu as joué dans la cour des grands, gamin. Puis la cagoule a été serrée, et mon ancien monde a cessé d'exister. Mon Jarego N n'était pas avec la justice, mais avec le système. On m'a jeté à l'arrière d'un fourgon. Pas de droit Miranda, pas d'avocat. J'ai été transporté vers une destination inconnue, un trou noir du système judiciaire français. Mon nom a été effacé des registres. Yacine Alleparo était mort cette nuit-là dans un hangar du port de Marseille. L'homme qui a survécu n'avait plus d'identité, plus d'histoire, plus d'avenir. J était devenu un secret de État, une note de bas de page dans un rapport que personne ne lirait jamais. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je ne vois plus le soleil de Marseille. Je suis dans une boîte en béton à Fleury-Mérogis, une aile qui n'existe sur aucun plan officiel. Pas de procès, pas d'avocat. Sur le papier, je suis une erreur administrative, un fantôme. Mon nom, Yacine, n'est plus qu'un écho dans ma propre tête. J'ai échangé la vue sur la mer contre 4 murs gris et le souvenir de cette seule nuit qui m'a tout coûté, une cicatrice sur le visage en guise de rappel. J'ai appris la vérité par un type de L, État, qui avait pitié. Le Dzmatos servait à pister un député qui touchait des pots de vin d'un cartel colombien via le port. Une affaire d'État. L'agent que j'ai braqué, on dit qu'il est maintenant attaché à l'ambassade de France à Bogota, en charge de la liaison antidrogue. Il a eu sa promotion. Il est passé d'un hangar marseillais à l'espionnage international. Il a gagné la partie que j'ignorais jouer. Et le grand frère, celui qui m'a envoyé, on l'a retrouvé dans une voiture calcinée sur l'A55 2 semaines après mon arrestation. Un nettoyage complet. La leçon a été brutale, mais claire. À Marseille, il y a le crime que tu vois, celui des kalachnikovs qui crépitent dans les cités. Et puis il y a le crime que tu ne vois pas, celui qui se décide avec des stylos Montblanc et des téléphones cryptés dans des bureaux feutrés avec vue sur Notre-Dame de la Garde. On se croyait des loups, mais on n'était que des chiens bruyants, une diversion pour les vrais chasseurs. Nous étions juste des pions sur leur échiquier, et dans leur jeu, quand un pion atteint l'autre côté,
il ne devient pas une reine. On le retire simplement du plateau, sans un bruit. La vraie hiérarchie n'est pas celle de la force brute, mais celle du silence. Ne sous-estime jamais celui qui reste calme dans une pièce bruyante. C'est lui le vrai prédateur.